visuel pour pouvoir se synchroniser, se donner de l'autonomie, mais vraiment commencer simple. Et puis après, adapter, améliorer en fonction du contexte, réintroduire petit à petit d'autres choses, d'autres pratiques. Et donc, ouais, justement, ces différentes pratiques, c'est quoi qui ressort pour toi, qui a un rôle important à jouer dans le fonctionnement de ton équipe? Alors, pas très original, mais pour moi, c'est le stand-up. C'est le début de la journée, c'est la resynchronisation. C'est là qu'on va pouvoir ajuster et puis bien démarrer une journée. Et donc le stand-up, c'est c'est intéressant. C'est quoi? C'est le moment dans lequel tout le monde se connecte et se parle. En fait, pourquoi je te pose la question? Parce que ce que j'ai observé dans pas mal de contextes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des équipes qui sont donc délocalisées, qui se retrouvent pour le stand-up, pour le daily meeting. Stand-up, daily meeting, c'est bon pour tout le monde. Et qui donc se synchronisent, se répartissent le boulot, et c'est parti en fait, journée de silo. Quand bien même cette pratique était initialement prévue pour ça, c'est-à-dire on se voit en début de journée, pas longtemps, on se synchronise et comme ça on sprint sans problème pour une journée. Moi je vois les limites finalement de ce travail à distance, c'est-à-dire que déjà qu'on ne crée pas des liens particuliers parce qu'on est au même endroit. Alors en plus de ça, on n'a vraiment aucune raison de l'en créer en dehors aucune raison d'en créer. Donc toi, il y a le stand-up, il y a d'autres choses? Il y a d'autres choses. On va dire le stand-up, c'est le point de départ. Et comme tu disais, on fonctionne très peu en silo, chacun dans son coin. Et donc le stand-up, ça va être la resynchronisation, le timing pour la journée. Donc on a un peu amélioré des choses. En fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte de problèmes classiques. On a des empilements de tickets en revue, ça traîne, etc. Donc conjointement au stand-up, systématiquement, après on fait un deuxième tour. Donc on va faire le tour des pull requests, donc du code qui doit être revu avant d'être mergé. Mergé? Non, c'est la pull request qui doit être mergé. Il y a des gens qui sont déjà perdus en début de cette session? Non? Ok, excuse-moi Charles. Pas de souci. Et donc on va s'assigner les PR, les pull requests, donc le travail à revoir, pour éviter qu'il y ait des blocages, pour éviter qu'il y ait des choses qui restent en attente, etc. Donc soit on dispatch, soit si c'est des choses qui sont un peu plus complexes, on va pouvoir faire ce travail en pair, donc deux personnes qui vont faire la revue ensemble. Ou alors, si c'est des choses qui sont vraiment structurantes, qui sont vraiment importantes, que tout le monde devrait connaître, on peut faire ça en mob. Donc en mob review, c'est toute l'équipe qui se réunit. Donc la personne qui a fait la pull request, elle va présenter les points saillants, les choses importantes qui devraient être connues par l'équipe. Et donc tout ça, c'est ramassé sur combien de temps? Ça, c'est 10 minutes de stand-up et 5 minutes de répartition des PR. Ouais, donc en fait, c'est bien ça. En fait, ton équipe, elle fait tout ça en début de journée et après, c'est parti, on est en chambre et on se concentre sur notre travail tout le reste de la journée. Ça pourrait être le fonctionnement par défaut. On a essayé de mettre en place, on a mis en place des choses pour pallier un peu à ça, pour encourager la collaboration, notamment sur le flux, de limiter le travail en cours au nombre de développeurs -1. Donc le WIP, si on est 7 développeurs dans l'équipe, il peut y avoir que 6 tickets en cours de développement. Donc ça veut dire que il n'y en a pas un qui va attendre et se tourner les pouces, mais il va avoir de la disponibilité pour aller faire de la revue, pour aller faire du pair avec ses collègues, pour aller aider le PO pour rédiger des stories, et ça va encourager la collaboration. On est d'accord que c'est pas le rôle prévu initialement de cette mesure du WIP limit. WIP limit, il y a des gens pour qui ça ne parle pas. Work in progress limite de travail en cours, comme le dit Charles, le nombre de choses qu'on va traiter en parallèle, soit individuellement, soit en équipe, qui est donc une pratique de Kanban, de Lean, donc d'optimisation. Là, moi, je le vois. Enfin, vous avez dévoyé ce principe d'optimisation pour autre chose. Est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que c'est fait en conscience ou c'est fait inconsciemment? Mais vous êtes fou.
c'est fait en semi-inconscience, on est des pirates. Non, c'était fait pour favoriser la collaboration et en fait, avant de chercher l'optimisation, je cherchais déjà à favoriser cette collaboration. Donc ça nous apporte parce que généralement le bottleneck, le frein, il n'est pas au niveau du développement. Donc ça nous a aidé de le réduire. Après, on pourrait peut-être encore l'optimiser en le réduisant encore plus, mais on n'en a pas ressenti le besoin pour l'instant. Ok. Et d'autres choses en particulier encore Oui, on s'est rendu compte que, par exemple, des sprints où on avait beaucoup de tickets très gros, on avait souvent, ça débordait, on avait du rework, on n'arrivait pas à finir en fin de sprint. Donc on s'est dit, découpons. Donc découper c'est bien, mais des fois on atteint des limites. Donc quand on n'arrive pas à découper, les tickets qui sont trop gros, supérieurs à 5 points, en fait on va forcer le travail en pair programming. Donc il va y avoir 2 personnes qui vont travailler sur ce sujet-là, et ça va permettre déjà d'avoir un feedback un peu tout au long du développement du ticket. S'il y a une des 2 personnes qui est appelée sur une urgence ou autre, ça permet de continuer à avancer, et puis c'est quand même beaucoup plus confortable quand on s'attaque à des gros sujets d'avoir 2 cerveaux qui vont y réfléchir en même temps. Donc là, si je comprends bien, tu as contraint. Alors justement, est-ce que c'est quelque chose, justement, je disais tout à l'heure, tu viens du craft, tu viens de ces pratiques-là, donc il y a de la théorie derrière. Est-ce que c'est toi qui l'as amené et qui a construit ton équipe avec ces principes-là, ou est-ce que c'est des choses qui ont émergé au fur et à mesure du temps, ou par rapport à un événement particulier? Alors c'était une volonté à moitié diabolique et manipulatrice de ma part, de commencer très simple et de vraiment attendre de rencontrer les problèmes pour mettre en face des solutions. Quand on a eu des problèmes avec les tickets trop gros, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Mais plutôt que de chercher très longtemps, on s'est dit le pair, c'est généralement un bon moyen d'adresser ça. Quand il y a des gens qui sont pas disponibles pour aider, c'est que généralement chacun travaille sur son sujet, donc on a trop de travail en cours, mettons en place des limites. Donc de réintroduire ça, mais à partir de problèmes pour que l'équipe comprenne, se l'approprie et soit partie prenante de ça. Ok. Donc là, on arrive avec vraiment une organisation qui est centrée pour pousser le pair programming, la coopération, faire travailler ensemble, et vous forcez finalement à créer des conditions pour travailler ensemble. C'est des pratiques finalement qui peuvent se rencontrer dans une équipe colocalisée. C'est quoi les outils qui sous-tendent ça à distance? Ouais, effectivement, il y a des petites contraintes supplémentaires. Donc, les outils, c'est communication texte asynchrone type Slack, où l'organisation, c'est assez simple. On a des channels par équipe, on a des channels par filière métier. Pour les développeurs, on va voir les bonnes pratiques, on va voir les problèmes. Pareil pour les PO, pareil pour les designers. Et puis, on va avoir des channels par centre d'intérêt, communauté de pratique, guilde de Spotify, si ça vous parle, sur des thématiques communes, le front, le back, la sécurité, pour pouvoir se retrouver à travers les équipes. Ça, c'est pour la partie texte. Et pour la partie visio, on utilise Discord. Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser Discord alors que Slack fait aussi la visio? Discord, on retrouve quelque chose qui est... on retrouve un peu un bureau virtuel, en fait. Un bureau virtuel. Alors, moi, ça m'évoque un principe. Je ne sais pas si les gens connaissent la communication osmotique. La communication osmotique, c'est un concept qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Alistair Cockburn, qui est entre autres un signataire du manifeste. Et ce que dit la communication osmotique, c'est par rapport à une équipe colocalisée, c'est le fait qu'on absorbe de l'information qui nous était pas nécessairement destinée. En fait, quand on a des gens qui sont au même endroit et qu'il y a une information qui d'un seul coup émerge parce que quelqu'un dit « Oh, bordel de merde !» ou « Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu encore ?» D'autres personnes peuvent interagir avec cette information et venir voir la personne pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Ou si quelqu'un dit « Oh le juridique, ils ont encore changé quelque chose. Je suis en train de bosser sur le juridique. C'est de quoi cette information ?» Et donc, on a d'un seul coup une interaction qui n'est pas provoquée, qui émerge. Et ça, on l'a dans un bureau colocalisé. Donc, vous avez un bureau virtuel. Est-ce que ça correspond à ça?
C'est ce qu'on va essayer de pallier, ouais, de retrouver. Donc Discord, pour ceux qui connaissent pas, il y a des channels, donc on voit par équipe. Il y a un channel café, donc le matin au stand-up, je peux me connecter sur le channel café. Tout le monde voit qui est dans ce channel, et s'il y a quelqu'un qui a envie de venir discuter avant le stand-up, on papote, etc. Et après, on va se retrouver dans les salles, donc pour le stand-up. S'il y a des gens qui vont travailler en paire, ils vont aller dans une autre salle et puis ils vont discuter ensemble, puis ils vont revenir, etc. Donc l'avantage de ce bureau virtuel, c'est qu'on va recréer de la proximité et puis surtout on va réduire l'effort d'interaction. Là où quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais devoir lui écrire un message, je vais devoir planifier une réunion. C'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup plus que juste devoir se démute et dire au fait quelqu'un a entendu parler de ce problème, ou comme tu disais sur la communication osmotique, d'entendre des soupirs appuyés, des jurons. Là on peut se dire ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe, est-ce que je peux t'aider, et de retrouver un peu ça à distance. Et là, toi, tu me parles, là, t'es lead dev, tu pousses tes trucs, tu te dis que c'est chouette. Est-ce que ça vit vraiment? Est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce que les gens se connectent? Ou est-ce que, en fait, c'est une belle intention, mais bon, ça marche moyen? Les gens jouent le jeu parce que je pense qu'ils ont vu l'intérêt de ça, de ce mode de fonctionnement. Ça leur plaît aussi. Donc oui, ça fonctionne bien. C'est pas le cas dans toutes les équipes, mais pour nous, ça fonctionne bien. Vous faites tout ça à distance. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que des fois, il faut se voir physiquement? Est-ce que vous vous voyez des fois physiquement? On se voit physiquement des fois. La première fois, qui est une des plus importantes, ça a été lors du kick-off. Donc, on a fait un kick-off sur 3 jours. On s'est enfermé dans une salle avec les développeurs, le PO, les designers, des représentants des utilisateurs. Et on a fait tout un tas d'ateliers d'exploration du besoin, story mapping, event storming. On a parlé des personas, on a commencé à dessiner des maquettes. Vraiment, ça nous a permis de tous démarrer sur le même pied d'égalité, sur une compréhension commune de ce qu'on devait faire, du problème, du métier, du besoin. Et puis aussi de faire connaissance, de discuter, de manger ensemble et de créer du lien. Donc ça, c'est la première, on commence par ça. Et voilà, c'est bon. En fait, donc si vous voyez une fois au début du projet, après, vous avez vos bureaux à distance et c'est bon. Et on s'est plus jamais revus. Et vous voyez plus jamais? Non, pas du tout. Non, au début, on se voyait une fois par mois à peu près. Et puis depuis 6 mois, là, on se voit plus 2 fois par mois. Donc chaque fin de sprint, on se retrouve une journée sur Lyon. Et vous arrivez à déplacer des personnes qui sont, je sais pas moi, sur Rennes, sur Lille, sur Paris, sur alors 2 fois par mois. C'est pas une grosse fréquence, quoi. C'est pas notre tant que c'est faisable dans la journée, c'est gérable. Des fois, il faut se lever un peu tôt. Et on a la chance d'être co-localisé sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc entre Clermont, Lyon, Grenoble et Chambéry. Pour les gens qui sont plus loin, c'est plus compliqué. On avait Arras, donc qui était en Turquie, donc là c'était beaucoup plus compliqué. Compliqué de le faire venir, c'est qu'est-ce qui était compliqué finalement? Ouais, juste ce transport? Alors il y avait effectivement le transport, et puis ça amène d'autres complications aussi, le fait de pas parler la même langue, même si on parle ou on baragouine tous à peu près anglais, on y perd un peu en efficacité de communication. Il y a la time zone aussi. On pourrait se dire c'est que 2 heures, mais ça veut dire qu'après 15 heures on fait plus de réunions. Donc ça a quand même un impact sur l'organisation de l'équipe. Et donc vu qu'il était seul dans ce cas-là, on a préféré arrêter et se reconcentrer sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là aujourd'hui, si tu devais encore faire grossir ton équipe, en gros tu dis ton modèle fonctionne parce que les gens sont en nearshore, c'est vraiment en régional. Je pense que c'est un confort supplémentaire, mais on a fonctionné en se voyant une fois par mois et ça marchait bien aussi. Donc on avait la possibilité de le faire. On s'est dit, c'est sympa de se voir, voyons-nous plus souvent. C'était une décision collégiale de l'équipe. Donc ça pourrait marcher. C'est plus simple. C'est un facteur de facilitant. Et là, on va recommencer une expérimentation nearshore, mais au Maroc.
Donc on n'a pas la barrière de la langue, on est sur la même time zone, c'est plus facile, on a pu aller les voir plusieurs fois, ils ont pu venir nous voir, donc c'est plus facile. C'est déjà le cas ou ça arrive? C'est déjà le cas, pas dans mon équipe, mais dans d'autres équipes, oui. Ok. Et justement, voilà, tu parlais de la barrière de la langue dans votre modèle, il y a beaucoup d'oral. Tu disais le Slack, en fait, finalement, c'est de la donnée qui va disparaître à un moment donné. Donc, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de volatilité de l'information. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un part de l'équipe avec sa connaissance ou que quelqu'un arrive, sachant que pour l'instant, alors tu me diras peut-être, vous avez en fait une base documentaire de fou, mais pour l'instant, je l'ai pas entendu. Donc, je sais pas exactement comment tu assures ça, comment vous fonctionnez pour voir des gens partir sans que ce soit un problème et faire venir des gens sans que ce soit un problème. Effectivement, au niveau documentation exhaustive, on n'est pas très bon, pour reprendre le manifeste. Et on a beaucoup d'oral, mais on a des mécanismes pour pallier à ça. Le fait de faire beaucoup de pairs, de faire de la revue en commun, en fait, on a une propriété collective du code qui s'installe. Donc il n'y a pas une personne qui est responsable de tel truc et puis personne n'a le droit d'aller y toucher, personne ne sait comment ça marche. On fait attention à ce que ce soit pas le cas. Par exemple, il y a une personne qui met en place la CI pendant un sprint. Et ben le sprint d'après, on va la CI, pardon. La chaîne d'intégration continue qui vérifie au quotidien que on n'a rien cassé, qu'on peut toujours livrer, etc. Donc c'est des compétences un peu particulières à part que tout le monde n'a pas. Donc le sprint d'après, on va forcer le pair sur ces sujets avec la personne qui l'a mis en place pour monter en compétence, avoir de la redondance et pas avoir de SPOF, donc single point of failure, le bus factor, tout ça. Et il y a un autre facteur, c'est que vu qu'on est beaucoup à l'oral, beaucoup en pair, beaucoup en 1-1, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le projet. Si on devait jeter une personne toute seule avec 200 pages de doc et qu'elle doive comprendre, c'est plus difficile que quand on a quelqu'un avec qui on a une discussion pour l'accompagner. Et il y a quand même la technique, il y a des choses qu'on peut mettre en place au niveau technique, notamment au niveau de l'expressivité du code, avec des techniques comme Domain Driven Design, l'architecture hexagonale, où on va mettre le domaine au centre du code. On va essayer le domaine métier, tu parles ? Le domaine métier, voilà, okay. Tout à fait. On va le séparer de tout ce qui est infrastructure technique pour que ce soit le plus compréhensible possible. Donc dans le code de production et aussi dans le code des tests, essayer d'avoir des tests qui sont expressifs et qui vont représenter un comportement métier. Donc ça va faire une sorte de documentation vivante du code avec des pratiques comme Behavior Driven Development, ce genre de choses. Sachant que j'ai un contexte, lorsque je fais une action, alors j'aurai un résultat c'est ça qui émerge. Okay. Et pas juste quand je fais tel truc étrange dans la base de données, je reçois 2. Voilà, on a un truc qui veut vraiment dire quelque chose du point de vue du métier. C'est quand même des pratiques qu'on rencontre dans pas mal d'équipes, mais pas partout. Ça nécessite d'avoir des personnes qui les connaissent, qui arrivent, et ça m'amène sur le volet recrutement. Moi, de ce que j'observe pas mal, encore une fois, dans des contextes que j'ai rencontrés, donc je suis peut-être extrêmement biaisé, mais c'est que le recrutement de base et ensuite d'équipe à distance se concentre principalement sur est-ce qu'il y a la compétence technique pour que mon projet il avance. Donc je cherche des compétences techniques qui me sont nécessaires et je vais faire des recrutements dans ce sens et je vais faire des entretiens de recrutement dans ce sens, sachant que je ne sais pas si c'est lié aussi à la pénurie de compétences aussi qui me font dire qu'en fait on est très contraint là-dedans, mais beaucoup de sujets sur la compétence technique. En ce qui concerne la distance, c'est est-ce que des fois tu penses pouvoir te déplacer ? Et après sur le volet finalement pratique. Donc tu parlais de craft, donc c'est vraiment comment je sais la technique, mais comment je la pratique. Finalement, un niveau assez faible là-dessus. Et là, toi, tu me dis, nous on a le BDD, DDD, etc. Ça demande une certaine compétence. Et pour faire du pairing aussi, je sais pas si vous avez des équipiers qui connaissent toutes les technos qui vont permettre de faire fonctionner le projet ou pas déjà. Non. Il y a des gens qui sont front, des gens qui sont back.
Bon, voilà, moi c'est un sujet là-dessus, c'est que comme on va recruter sur des compétences, moi il me manque un truc, c'est est-ce que les gens qui arrivent sont intéressés par les technos des autres? Et là, quand on fait du pair programming, à un moment donné, je sais pas si les gens ils font que entre eux ou si il y a des fois du pairing qui se fait entre des compétences. Et moi je l'ai vécu même comme un frein énorme au fait d'avoir des équipes qui se comprennent, qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire chacun fait son truc, fait sa techno, se sépare, divise le truc à faire en tâches techniques qui sont dans leur techno, se synchronise pour dire moi j'ai fini, tiens je te passe, donc des passages de relais et avec un impact assez terrible sur la construction d'une dynamique collective et de la coopération. Donc on travaille vraiment ensemble, on se passe le relais, donc on collabore, c'est bien, je suis d'accord pour te passer mon truc et t'expliquer des choses, mais par contre voilà, et qui se démontre aussi par le stand-up, où en fait il y a une personne qui parle, tout le monde s'en fout, puis on change, tout le monde s'en fout, et etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, ça m'emmène, donc cette longue question m'emmène sur comment tu fais tes recrutements. Longue question, courte réponse ou pas. Comme tu disais, il y a le piège de la technique pour la technique. La technique, c'est nécessaire mais pas suffisant. Et pour moi, ce qui est important, c'est la communication. Et vu qu'on va être à distance, on va avoir déjà une communication qui est dégradée. Donc il faut des gens qui naturellement ont de l'appétence pour ça, à communiquer, à travailler ensemble, à avoir un intérêt commun. Et donc tu pourrais me dire, comment tu fais pour détecter Comment tu fais pour détecter je pourrais te dire, j'ai une méthode qui marche à tous les coups, mais ce serait pas vrai. En fait, c'est pendant l'entretien, on va essayer de détecter des choses en faisant parler la personne, en lui demandant, par exemple, c'est quoi pour toi ta répartition idéale de ton temps? S'il me dit moi je veux dépoter, je veux coder 7 heures par jour, ok. Ou est-ce qu'il va me dire moi j'aime bien aller débroussailler le besoin, discuter avec le PO, parler d'architecture, etc. Ou alors lui demander c'est quoi ta mission idéale, ou au contraire qu'est-ce que tu veux pas du tout dans une mission, d'essayer d'identifier comme ça est-ce que il y a cet intérêt, cette capacité à communiquer. Et puis après ça peut se tester aussi en conditions proches, on va dire, où pendant l'entretien technique on va faire un exercice de programmation, mais je vais pas te laisser dans un coin pendant 1 heure et puis tu vas faire des calculs de factoriel ou de l'algorithmique, je ne sais pas quoi. On va plutôt regarder, on va travailler tous les deux. Moi, j'ouvre mon IDE, mon environnement de développement, et puis on va essayer de résoudre ensemble ce problème. Quels sont les tests que tu écrirais, comment tu l'écrirais, qu'est-ce que tu penses de ce code, et donc ça va permettre de voir est-ce qu'il est à l'aise sur la communication, donc sur le pairing, sur le fait d'être à distance aussi. Donc ça permet d'identifier comme ça ces petites choses. Donc 3 volets, la compétence technique, l'appétence pour le domaine métier et des pratiques. Et donc c'est pratique de savoir si je suis prêt à travailler avec d'autres personnes. Et donc là, c'est implacable. Tu dis pas que tu as la recette, mais c'est implacable. Toutes les personnes que tu as recrutées, nickel. Et en fait, c'est parti, on y va. Est-ce qu'il y a déjà eu des ratés dans cette formule de recrutement? Il y a eu, oui, alors il y a des gens qui sont partis. Moi, il y a une personne qui a disparu du jour au lendemain, mais c'était pas ma faute. C'était des raisons personnelles. On a eu donc l'expérience au Nearshore avec la Turquie. Donc on a dû se séparer d'Arras en début d'année. Et on a des gens qui sont arrivés, des gens plutôt juniors, et où ça se passe plutôt bien. Et c'est quoi? Ils arrivent, ça se passe plutôt bien, pouf pouf, ils arrivent, ils sont opérationnels, nickel, ou est-ce qu'il y a un peu de... Est-ce qu'il y a un truc qui s'appellerait le onboarding? Un truc qui s'appelle le onboarding, et comment on le ferait, c'est via le mentoring principalement. Donc on a une personne dans l'équipe qui est dédiée pour les 2 premiers sprints, et qui va tout faire en pair avec elle. Donc il va l'accompagner, au début lui présenter un peu le projet, le métier, etc. Et surtout qui va faire comme s'il allait développer normalement dans un sprint. Et donc ils vont prendre un sujet ensemble. Donc je regarde le tableau Kanban. Qu'est-ce qui est en haut de la colonne to do? C'est ça qui est le plus prioritaire. On le prend, on le met en cours. On va créer une branche. Ah tiens, faut que je t'explique les branches. Nous, on a une convention de nommage, on les appelle comme ça, etc.
on va dans tel endroit du code, on écrit les tests de telle manière. Et donc, petit à petit, on va avoir un apprentissage qui n'est pas brutal, où on te balance tout, et le lendemain, tu te souviens plus de rien et tu es tout seul devant ton écran. Mais on va t'accompagner, donc on va te donner un feedback qui est régulier, tu ne vas pas rester bloqué, donc ça va te permettre de monter rapidement en compétences, d'absorber les pratiques, et voilà, bien démarrer. Donc là, ce que tu dis, c'est que, moi, encore une fois, dans différents contextes, il y a du onboarding et il y a du parrainage ou dans lequel on a une personne dans l'entreprise, un manager ou quelqu'un qui est une personne de référence qui va être la personne de référence pour une nouvelle personne recrutée, qui va lui permettre d'expliquer le fonctionnement global de l'entreprise. Moi, je trouve ça hyper intéressant, mais en fait, je suis quand même dans mon contexte à moi tout seul et je rencontre des gens. Ce que vous dites, c'est que ce que tu dis, pardon, c'est que vous de votre côté, ce parrainage, il est dans l'équipe. Et donc avec la capacité d'expliquer comment on fonctionne nous maintenant au quotidien, et contrairement à l'autre modèle où on est plutôt au quotidien, on n'est pas avec notre parrain, et ça se concentre au niveau de l'équipe pour vous. C'est ça, oui. On va essayer de limiter la charge cognitive de la personne. Déjà, elle découvre un nouvel environnement, un nouveau métier, etc. Donc ça fait beaucoup de choses à appréhender. Donc on limite le scope à l'équipe, à ce qu'elle a besoin pour pouvoir démarrer. Et puis elle aura le temps de découvrir le reste petit à petit après, une fois qu'elle aura les bases. On a donc traversé les méthodes de travail, les outils que vous utilisez. On parlait recrutement et onboarding. On glisse vers la fin de cette session. Je le vois, je l'ai vu monter là, je l'ai vu redescendre là. Je me dis voilà, on arrive à la fin. Si je devais résumer, en fait, moi, dans votre modèle, donc vous êtes assez nearshore, vous n'êtes pas en full remote comme on dit, tout le monde à distance de partout. Vous voyez donc de fait assez souvent, ce qui peut ne pas être le cas de pas mal d'équipes qui sont contraints par les distances, par les temps de trajet et par donc le budget que ça nécessite. Néanmoins, vous avez des pratiques de travail en coopération qui sont extrêmement fortes. Tu parlais de tout ce qui est contrainte pour créer du pair programming. Tu parles de pratiques de peer review, de mob review. Donc vraiment un accent très très fort qui est moi, quand on a donc préparé cette discussion pour essayer de voir les questions que je pouvais te poser, qui m'a paru être bien supérieur à des équipes qui sont même colocalisées. Et donc, se voir souvent, mais en même temps, vous renforcez énormément en vous obligeant à travailler ensemble. Tout ça sous-tendu par un travail sur le recrutement et le onboarding très fort. Est-ce que, donc, j'ai envie de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, vous êtes une équipe soudée? Pour moi, oui, on est une équipe soudée. Il y a une bonne ambiance, il y a de l'entraide. Et puis on résiste aux perturbations. C'est pas les bisounours et les licornes. Il y a pu y avoir des tensions dans l'équipe, mais ça se règle, on en parle, et puis après on en rit. On a le mode grognon. Donc il y a eu des prises de bec dans l'équipe. Maintenant, il y a un safe word. On dit aujourd'hui c'est mode grognon. Donc ça veut dire laissez-moi tranquille. Donc on apprend à se connaître, on s'adapte, ça nous renforce. Et puis pareil, des événements perturbants, des retours un peu violents du client. Des fois il y a des équipes où ça peut faire éclater des tensions. Là non, nous ça nous a plutôt rapprochés et ça a plutôt renforcé le collectif. Vous faire engueuler, ça vous a oui, soudé. Peut-être qu'on est un peu maso. Mais... Ok, d'accord. À retenir, à noter donc. Soudé, d'accord, mais est-ce que pour toi, vous avez un fonctionnement optimal? Est-ce que vous avez une performance qui va avec, ou est-ce que c'est cool, on s'entend bien, mais ça avance pas et on se fait engueuler par notre client? Alors, effectivement, on pourrait se dire en apparence c'est pas optimal parce que vous faites beaucoup de pairs, vous faites des déplacements, donc des journées plus petites, il y a du mentoring, il y a beaucoup de réunions. Donc on pourrait se dire bon non, ça c'est loin d'être optimal, mais en fait pas tant que ça. Déjà dans les résultats, on a livré notre produit dans les temps, on a peu de rework, on a peu de bugs, donc au niveau du delivery ça se passe bien. Et surtout, il y a un autre effet de bord, c'est que ça va créer de la résilience.
On a eu, comme je te disais, 2 départs, une personne qui est arrivée, donc la géométrie de l'équipe qui a un peu bougé, et au final, ça a peu eu d'impact sur le delivery. Et puis même des choses où on a dû mettre le projet en pause pendant un temps, aller travailler sur autre chose. Il y a des gens que ça pourrait mettre mal à l'aise ou casser une dynamique d'équipe. Non, là c'est ok, bon, bah, on est une équipe et puis on va prendre un autre sujet, on va travailler dessus, etc. Donc, ouais, si on regarde individuellement, si on regarde la photo, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas optimales. Si on regarde tout le film, peut-être que ça peut se rapprocher d'un fonctionnement optimal. Ça marque la fin de cet échange. Merci beaucoup, Charles. Merci. Et on a 10 minutes de questions, si vous le souhaitez. 10 minutes de café. J'ai une question, c'est sur la partie mentoring, où justement, je pense, vous m'entendez ? Du coup, c'est sur la partie mentoring, où justement, la personne qui est la mentor, elle fait du pair en continu, ou elle est juste sollicitable à peu près à volonté sur la journée ? Au moins au début, c'est le pair en continu. Parce que plus on est au début, plus on a de choses à apprendre, plus c'est important pour l'assimilation d'avoir un feedback rapide. Et puis après, ça peut être juste on est dans un canal tous les deux, et puis je suis disponible pour dès que tu as une question, hop, tu me la poses, moi je suis là, je te réponds direct. D'accord, merci. J'avais une question par rapport à comment convaincre aussi son client d'attendre la fin du film pour voir que finalement ça marche cette affaire. Voilà. Alors, je sais pas si je suis bien placé pour répondre parce que du coup moi je travaille chez un éditeur en fait. Donc le client, il y a déjà une bonne culture de l'agilité. Donc ça n'a pas été le plus difficile. Et puis je pense qu'à un moment il faut demander à faire confiance. Donnez-moi les clés du camion. Moi je vous dis je vais faire les choses comme ça. J'ai la conviction que ça peut fonctionner. Et si ça fonctionne pas, on en reparle. Mais de convaincre d'essayer au moins. Merci. Bonjour, merci. Déjà, merci pour la conférence. Et j'avais une question sur la partie caméra. Est-ce que vous activez ou pas les caméras ? Grand sujet, la caméra. Grand sujet de souffrance et de douleur. Pas forcément chez nous, dans d'autres équipes, oui. Non, il n'y a pas de... comment ? Il n'y a pas ce problème. En fait, tout le monde a quasiment sa caméra allumée tout le temps. C'est un peu comme si le bureau virtuel, c'est un peu comme si on était tous dans le même bureau. Bon, quand il y a des enfants qui courent partout, des fois les caméras se coupent, mais c'est pas un problème. Mais il y a une certaine confiance. On accepte que des fois on soit en pyjama ou pas bien coiffé. C'est pas un problème. Mais c'est quelque chose d'important de pouvoir se voir. De voir comment les gens réagissent, de leur expliquer pourquoi c'est important. Quand ils comprennent pas, qu'ils sont pas d'accord, on a eu des discussions, est-ce qu'il faut forcer la caméra, est-ce qu'il faut pas forcer la caméra ? Nous, la question se pose pas forcément, mais dans d'autres équipes, ils ont pris la décision de forcer la caméra systématiquement. Je vais renchérir sur cette question. Par rapport à ça, c'est quoi ? C'est toi qui as montré l'exemple. Enfin, comment ça a commencé ? Parce que finalement, c'est des fois des effets dominos. T'as des nouvelles personnes qui arrivent, je vois que tout le monde a la caméra, je vais mettre la mienne. Enfin, la pression sociale marche dans les deux sens. Si je vois que tout le monde a éteint la sienne et que je suis tout seul à avoir ma tronche sur mon outil, je vais avoir tendance à l'éteindre. Ça a commencé comment ? Ça a commencé comment ? Peut-être juste simplement par l'exemplarité. Moi, je mets toujours ma caméra. Peut-être des fois, quand il n'y a pas, je dis ta caméra n'est pas allumée, etc. Et puis après, effectivement, par effet domino, pression sociale, tout le monde allume. Merci. Une petite question par rapport à votre équipe. Est-ce qu'elle est en partie colocalisée ou est-ce que 100% est délocalisée ? C'est libre en fait. Généralement chacun travaille chez soi. Après on a des bureaux à côté de Pardieu, donc des fois il y a des gens qui viennent au bureau parce que c'est plus pratique ou autre. Mais on va dire 90% du temps les gens sont chez eux. Oui.
Ok, donc vous avez pas ce... Moi, j'imagine si on avait le bureau virtuel, vu qu'une partie est quand même en open space, est-ce que ce serait compatible? Est-ce que vous l'imaginez aussi dans ces conditions? Avec un bon casque anti-bruit et en parlant pas trop fort, j'imagine que oui. Moi, j'avais déjà vu ça il y a longtemps, quand je passais vers Niort, donc ça fait longtemps. Eux, ils avaient une télé dans leur open space avec une webcam. Et en fait, c'était 2 équipes qui étaient chacune colocalisées, mais il y en avait une à Niort et il y en avait une à Paris. Et donc, en fait, chacun avait sa télé et sa grosse webcam, et en fait, ça retransmettait toute la journée la vidéo qui se passait. Je dis pas que c'est optimal. Je pense que c'est effectivement mieux d'avoir le système où chacun a sa caméra, parce qu'en fait, il rentre, il sort comme il veut. Voilà, mais non, c'était une solution qu'ils avaient trouvée pour pouvoir recréer, réétendre effectivement cet open space dans 2 espaces géographiques différents. Merci. Profitez de ce silence. Il est offert. Bonjour, merci pour ce témoignage. J'avais une question. Qu'est-ce qui est différent chaque fois que vous vous retrouvez tous les 2 semaines? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est une journée normale comme vous êtes à distance? Qu'est-ce qui est différent en présentiel? Qu'est-ce qui est différent? On profite de cette journée, vu qu'on est tous là, pour caler les événements où on a besoin de le plus d'interaction. Donc typiquement les réunions sprint planning, démo, rétro, on concentre tout sur cette journée parce que il y a un canal de communication qui est plus grand qu'à distance, et donc autant en profiter pour je sais pas, échanger des choses qui peuvent être un peu difficiles ou personnelles lors d'une rétro, pour pouvoir capter des réactions lors d'une démo, ce genre de choses. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais. Bonjour. Vous avez partagé l'idée du safe word parce que vous aviez eu des mots, on va dire, entre vous et tout ça. Est-ce que justement avoir mis ça en place, vous avez vu en fait une amélioration dans le sens où il y avait moins de l'usage de ce safe word? Est-ce qu'il y a eu un effet, on va dire, rebond ou pas? Voilà, donc un petit peu. Oui, on l'utilise pas beaucoup, voire quasiment pas en fait. Le fait d'avoir eu cette interaction, cette explication, de se dire bah c'est ok de pas être ok, il y a des jours où c'est pas le moment, et donc de comprendre le fonctionnement des autres, en fait ça a permis alors peut-être j'imagine, hein, mais de le détecter en avant et de reconnaître les signes, de dire ah c'est pas le jour d'embêter Sylvain, il est en mode grognon, donc voilà. J'avais envie, alors il y a peut-être une question, mais je voulais en profiter aussi. Si vous avez des choses que vous avez mis en place dans vos contextes à vous et qui semblent fonctionner, n'hésitez pas à les partager aussi. Moi j'ai une question. Tu as mis ça en place de façon un peu ad hoc dans l'équipe, en les embarquant et en les faisant venir sur ces pratiques-là. Comment tu essaimes, comment tu partages avec les autres équipes et comment tu crées une cohérence chez ton client? Oh, sujet intéressant. En 2 mots de contexte, on est sur une hypercroissance, et donc on est passé d'une petite équipe de 7 à 70 en gros. Et donc là, on a été dans une phase où il a fallu splitter pour réduire la charge cognitive, quand même avoir du delivery, etc. Et donc on a commencé à se siloter un peu. On a les communautés de pratique pour ramener de la transversalité, etc. Et donc on travaille là-dessus en ce moment. Comme élément de réponse, il y a des retours d'expérience. Donc toutes les semaines, on a une heure qui est banalisée, où on va parler de sujets techniques, moins techniques ou autres, et notamment de ce qu'on avait mis en place dans l'équipe en termes d'organisation. Après, au niveau des managers, des lead dev, on échange aussi pas mal sur ce qu'on fait, mais il n'y a pas une approche globale et une volonté d'unification. Par exemple, on a des équipes qui font du Scrum, on a des équipes qui font du Kanban. Il y a une volonté aussi de laisser de l'autonomie en fonction du contexte des équipes. Claire, merci.
On me dit que c'est terminé. Merci, merci Charles, merci à tout le monde, merci Olivier pour le scribing de cette session. Et on vous souhaite un excellent Agilion.